Yorana, merci de suivre en direct cet entretien avec le président de la République. Monsieur le Président Yorana. Yorana. Monsieur le Président, vous achevez une visite de 4 jours durant laquelle vous avez pu rencontrer les Polynésiens à Tahiti, Moorea, Hivaoa, mais également Manihi. 193 essais, vous êtes prêt à assumer ce passé, vous l'avez dit, mais vous ne semblez pas prêt encore à demander pardon. C'est pourtant le premier pas qu'attendent beaucoup de Polynésiens. Je sais que ce sujet existait, je le respecte profondément. J'ai reconnu et assumé. Et je pense que c'est... Il y a, après la reconnaissance, puisque vous reconnaissez aujourd'hui, le pardon en est pourtant la finalité. Alors, pourquoi est-ce si difficile de le demander? Mais parce que j'évite les facilités. 5, 4, 3, 2, 1, L'histoire des essais nucléaires en Polynésie française débute le 2 juillet 1966. Ce jour-là, l'armée procède au premier des 193 essais, tirés pendant 30 ans, depuis les atolls de Mururoa et Fangatofa, situés à plus de 15 000 km de la métropole. C'est le général de Gaulle, en pleine course à la dissuasion nucléaire, qui a choisi les archipels du Pacifique pour accueillir cette expérience dévastatrice. Notre pays, perpétuellement menacé, se trouve une fois de plus confronté avec la nécessité de disposer des armes les plus puissantes de l'époque. Entre 1966 et 1974, la France va effectuer 46 essais à l'air libre. Ces explosions sont parmi les plus contaminantes du programme nucléaire français. Ce que ne raconte pas la propagande de l'époque. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares. À l'aide de milliers d'archives militaires déclassifiées, de centaines d'heures de calculs et de plusieurs dizaines de témoignages inédits, Disclose et Interprète, en collaboration avec le programme Science et Global Security de l'université de Princeton, ont enquêté durant 2 ans sur les conséquences des essais atmosphériques français. Modélisation des nuages toxiques à l'appui, cette enquête dévoile comment les autorités françaises ont tenté de dissimuler pendant plus de 50 ans l'impact réel des essais sur la santé des populations. 193, c'est le nombre d'essais nucléaires en Polynésie menés par la France entre 1966 et 1996. On reçoit sur le plateau du média Thomas Statius. Il est journaliste, il a mené cette enquête pour Disclose, en collaboration avec Interprète. Il a écrit ce livre, Toxique, enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie, avec Sébastien Philippe, chercheur spécialiste du nucléaire militaire. Il y aurait un cluster de cancer de la thyroïde. Les Polynésiens ont été contaminés. Quelles sont les conséquences sanitaires que vous observez, que vous avez pu analyser? Au cours de notre enquête, on est tombé aussi sur une note du ministère de la Santé polynésien qui raconte qu'effectivement, suite à une enquête de terrain de la part d'un médecin, dans certaines îles, notamment aux îles Gambier, qui sont les îles les plus éloignées de Tahiti, mais probablement celles qui ont été les plus impactées par le programme d'essais nucléaires français, il y a une forte régularité de cancer de la thyroïde. Et c'est un élément qu'on raconte d'ailleurs dans le livre, en disant que le cancer s'immisce vraiment dans les familles. Ici Radio Mururoa, la voix des îles. La question est-ce que la Polynésie a été contaminée, c'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une certitude d'hier, du temps des essais aériens. Toute la Polynésie a été arrosée par les retombées radioactives. Ça ne fait aucun doute, ils le reconnaissent même. Hein. Alors ils disent bien sûr que c'était admissible, les normes de l'époque le permettaient. Donc ça, c'est les balivernes qu'on nous raconte aujourd'hui. Quand on demande, nous, l'ouverture des archives, qui sont classées secret défense depuis une loi qui date de 2 ans, il se trouve qu'il y a quelques documents qui leur ont échappé, hein, des années 66-67. Qu'est-ce qu'on voit dans ces documents estampillés secret défense? On voit les comptes rendus de réunions qu'avaient ces autorités militaires, les plus hautes autorités, y compris les directeurs et le haut commissaire du commissariat à l'énergie et à l'atomique,
le professeur Rocard, qui était le père de la bombe française, qu'on l'appelle comme ça, ils étaient tous là, autour d'une table, bien à Paris, en se disant oui, on va faire les essais en Polynésie française, il faudra quand même faire attention qu'il n'y ait pas de contamination de la population de Toureia, de Mangareva, parce que c'est des populations fragiles génétiquement. Mais ils le savaient, c'est écrit noir sur blanc. Et là, tous ces gens-là venaient du temps des essais, admirer les vainés de Mangareva ou de Toureia. Ils allaient regarder leur petite nature, leurs petites fleurs, et leur dire comme c'est joli. Ils étaient amis avec cette population, alors qu'ils savaient très bien que leurs bombes allaient, désorganiser leur santé, la vie même de cette population, de ces petites populations sans défense. C'est sur un archipel bien isolé, mais qui s'efforce aujourd'hui de prendre sa place dans le monde moderne, que le général de Gaulle a atterri pour la dernière étape de son voyage. On avait dit au général de Gaulle qu'il fallait dire quelque chose d'important pour la Polynésie. Il avait dit donc dans la grande place Tarahui à Papeete que vous allez participer à une entreprise qui engagerait l'avenir et tout cela. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. Le choix fait à l'époque par le général de Gaulle de doter la France de la puissance nucléaire et de la dissuasion étaient des choix forts, utiles à la nation et qui nous servent aujourd'hui. Je vous le dis en conscience, en tant que président de la République. Et je pense que c'est aussi utile pour la Polynésie française. Je pense que ce choix était important, visionnaire, courageux. Bien sûr, c'est le passé. C'était surtout du temps des essais aériens. Mais dans quoi on le mesure aujourd'hui, ces conséquences? C'est dans la santé des Polynésiens. Mais je veux vous dire aussi clairement que nos scientifiques et nos militaires qui les ont faits alors ne vous ont pas menti. Et je ne veux pas que cette relation de confiance, en particulier avec nos armées, nos scientifiques, puisse être, elle, l'objet de quelques doutes ou quelques voiles. En fait, on savait tout dès les années 50. Les Américains avaient publié des ouvrages sur les survivants d'Hiroshima, sur les premiers essais au Marshall. La communauté scientifique, en 1957-58, il y a eu un espèce de tollé international. Il y avait des symposiums de médecins, de prix Nobel, dans tout le monde occidental, hein, pour dire, mais aux puissances nucléaires, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique, arrêtez les essais nucléaires aériens. Il y en avait parfois plus de 100 par an. Et donc, vous allez mettre en cause la santé de l'humanité entière. Et donc, ça a décidé, l'Union soviétique et les États-Unis, d'arrêter leurs essais en octobre 1959. Moratoire. La France commence en 1960. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu des risques qui étaient pris, pas parfaitement mesurés, parce qu'on ne les connaissait pas parfaitement, c'est vrai. Mais on savait tout à l'époque. On savait tout. Et donc, aujourd'hui, quand on veut excuser, et quand mes interlocuteurs polynésiens, bon chrétiens, ils disent oh, écoutez, les militaires, quand ils sont venus chez nous, ils ne savaient pas tout de la radioactivité. Mais si, ils savaient tout. C'est que trop longtemps, l'État a préféré garder le silence sur ce passé. Ces 30 années d'explosions successives.
Ce que je veux briser aujourd'hui, c'est ce silence, pour faire entendre justement toute la vérité, pour qu'elle soit partagée, pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors et ce qui est su aujourd'hui. Ils savaient tout. Hein. Donc, très franchement, je pense qu'il n'y a absolument aucune excuse pour un État. La seule raison qu'il y a pour les essais nucléaires, c'est la raison d'État, les populations, peu importe, les travailleurs, les militaires engagés dans le processus des essais nucléaires, peu importe. C'est la raison d'État qui compte. Je pense qu'il est bon pour la France et pour nous que nous soyons dotés de l'arme nucléaire dans le concert des nations face à des puissances dangereuses. La France est aujourd'hui une grande puissance reconnue parmi... D'ailleurs, la France fait partie de l'Organisation des Nations Unies, fait partie du Conseil de sécurité. La France aujourd'hui a l'arme nucléaire. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on nous a laissé? Voilà la question qu'on doit se poser. Vous savez, en 1992, j'étais à la conférence de la Terre qui s'est tenue à Rio, où étaient présents tous les présidents de tous les pays du monde entier. J'ai été invité également, et j'ai participé à un groupe de travail. Et les spécialistes déjà, en 1992, disaient, voilà, monsieur Temaru, vous allez voir chez vous, la plupart de vos enfants seront atteints d'asthme, seront asthmatiques. Aujourd'hui, presque dans toutes les familles, il y a des enfants asthmatiques. Sans parler d'enfants handicapés, sans parler de la multiplication des cas de cancer chez nous. Et ça, c'est reconnu par les médecins français eux-mêmes. Un soir de juillet 1974. Le 17 juillet, la France teste sa 41e bombe à Mururoa. Nom de code, Centaure. 24 heures avant le test, les voyants météo sont au vert, selon les prévisions de l'armée. Après l'explosion, le nuage radioactif devrait s'élever à 8000 mètres d'altitude. À cette hauteur, les vents doivent l'orienter vers le nord, en direction des atolls de Turea et de Hao. La bombe nucléaire est tirée à 8 heures du matin. Mais rien ne va se passer comme prévu, comme le révèle cette modélisation inédite. Le champignon atomique s'élève à 5200 mètres dans l'atmosphère, au lieu des 8000 mètres initialement prévus. À cette hauteur, les vents ne poussent plus la tête du nuage vers le nord, mais vers l'ouest, en direction de Tahiti, et de sa capitale, Papeete, 80 000 habitants à l'époque. 1 heure après le tir, les retombées radioactives atteignent Tematangi, le poste météo le plus proche de Mururoa. Elle passe au-dessus de 4 atolls situés sur sa trajectoire. Avant de se répandre sur l'île inhabitée de Meetia, le 18 juillet. Le 19 juillet 1974, à 20h, il frappe la Grande Île. Les pluies toxiques contaminent tout sur leur passage. Les poussières de Centaure ont mis plus de 42 heures avant d'arriver à Tahiti. Durant ce laps de temps, les militaires ont gardé le silence et n'ont pas confiné la population. En nous appuyant sur les données des autorités, nous avons réévalué les doses de radioactivité reçues par la population de Tahiti. D'après nos calculs, la totalité des 110 000 habitants de Tahiti et des îles voisines ont été exposés à des retombées bien plus importantes que les chiffres retenus par l'État français. La différence est de l'ordre de 40%. Prenons l'exposition à la radioactivité d'un enfant de moins de 2 ans. Les résultats obtenus sont au moins 2 fois supérieurs aux estimations officielles. De fait, toute personne ayant contracté l'une des 23 maladies radio-induites, qui sont reconnues comme une conséquence des essais, pourrait demander réparation à l'État. À ce jour, seulement 63 Polynésiens ont été reconnus comme victimes des essais nucléaires français. Sur les 6 essais que nous avons modélisés, nos estimations des doses de radioactivité reçues par la population sont entre 2 et 10 fois plus élevées que les calculs officiels.
C'est pourquoi c'est avec le sens du devoir et une grande détermination que le 2 octobre, nous avons déposé plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Vous saviez, dès le moment où vous avez déposé ce dossier, que vous alliez être l'objet de contraintes judiciaires contre lesquelles vous ne pouvez rien faire. Les contraintes judiciaires sont effectivement incommensurables, mais elles ne sont pas insurmontables. Et un petit point, permettez-moi un petit point de précision, nous n'avons pas déposé une plainte à l'ONU, à New York, nous avons déposé une plainte à La Haye. À la Cour pénale internationale. Vous avez fait l'annonce. Effectivement, l'annonce a été faite lors d'une séance de la 4e commission le 9 octobre à l'ONU, où le président Temaru, pour la première fois, avait actionné un certain nombre de mouvements et d'associations qui ont créé une convergence absolument remarquable. Il y avait avec nous non seulement l'Église protestante Maohi, le Conseil œcuménique, le Conseil du Pacifique des Églises et les 2 associations qui portent le dossier nucléaire en Polynésie. Pour nous, les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d'une colonisation. Contrairement au discours français, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais. Ils nous ont été imposés avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions. Tout le monde s'est retrouvé à New York. La plainte a été annoncée le 9. C'est effectivement une plainte pour crime contre l'humanité. Alors, une précision, c'est une communication. On est bien d'accord. C'est une communication qui va aboutir à une plainte. On n'est pas focalisé sur la France en particulier, mais c'est le sujet du nucléaire. C'est la première fois que au monde, vous allez avoir une cour du niveau de la Cour pénale internationale, et ça va impacter les États-Unis, ça va impacter le membre du Conseil de sécurité. Si la procureure vous donne raison, si la procureure classe, ça n'impactera personne. Alors c'est là où on arrive au 2e étage de cette démarche, ce sont les plaintes au pénal. Ce sont des plaintes qui sont en train d'être constituées à notre niveau, des plaintes individuelles au pénal, auprès de la Cour pénale internationale. Contre les chefs d'État ? Contre les chefs d'État. La ferveur n'a pas manqué tout au long de cette matinée, mais cette journée de clôture est aussi le moment où des décisions collectives sont rendues publiques. Et l'Église protestante n'a pas mâché ses mots sur le nucléaire, parlant d'actes graves et fautifs de l'État, évoquant des poursuites devant l'Organisation des Nations Unies pour crimes contre l'humanité. Notre tâche va être de mettre les autorités, y compris de l'État, au pied du mur. L'Église protestante Mahoy annonce sa volonté de porter plainte contre l'État pour crimes contre l'humanité. Est-ce que ça vous semble raisonnable ? C'est une bonne nouvelle. Ça va peut-être étonner, j'ai compris que ça va étonner les représentants de l'État et même peut-être la population française de se sentir un peu comme des nazis qui auraient commis un crime contre les populations qui ont subi les essais nucléaires. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort le terme crime contre l'humanité? Ça vous semble pas très fort? Je pense, très franchement, regardez... Le crime contre l'humanité a été inscrit maintenant dans la loi française. Depuis 2001, Christiane Taubira, qui était députée, a fait reconnaître à l'unanimité du Parlement français que l'esclavage et la traite des esclaves étaient un crime contre l'humanité. Donc c'est pas le crime contre l'humanité n'est pas réservé à des actes de la Deuxième Guerre mondiale, il est encore à préciser, donc ça va être un grand débat au niveau juridique, et je pense que c'est très intéressant pour pouvoir qualifier, alors peut-être, il faut peut-être pas uniquement accuser la France, mais voir aussi l'ensemble des puissances nucléaires. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais. Et en particulier les essais nucléaires entre 1966 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres.
vous avez le rappel de l'intention coupable au départ de procéder à des essais nucléaires, alors que la puissante administrante, la France, savait que ces essais étaient nocifs et que préalablement à les avoir expérimentés en Polynésie, les Américains, dans 2 rapports distincts, avaient prévenu les autorités françaises en disant « Nous avons vécu quelque chose à Bikini, nous avons vécu des événements nucléaires. On a bien compris que... Ne le faites pas. » Voilà, bon, ça a été fait. C'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est toute la propagande mensongère qui a été menée jusqu'à présent, il y a peu, sur la théorie ou le fantasme des essais propres. Ça n'existe pas. Le troisième point, ce sont le camouflage qui a été organisé sur le degré de contamination de la Polynésie en général et de certains atolls en particulier. 193 essais nucléaires ont été faits à Mahonui, aériens et terrestres. De ces 193, pour le Sud, tout a été contaminé, aussi bien la mer, la terre, le ciel, et même les hommes. Alors pourquoi ce combat aujourd'hui, 30 ans après, alors que ça fait longtemps que vous êtes au courant de tout cela? D'abord, notre action à travers Moruru et Tato a été de soutenir les familles qui ont été malades liées aux essais nucléaires. D'après la CPS, il y a 16 400 Maoris qui ont été malades. 7 dossiers ont été portés un peu aux tribunaux, mais 2 seulement ont été indemnisés. Mais justement, pourquoi est-ce que cette plainte viendrait aujourd'hui, alors que vous êtes un peu au courant quand même de cela depuis longtemps? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi l'association 193 des catholiques qui sont venus un petit peu souder, conforter cette association des antinucléaires? On a invité l'association 193 dans nos synodes, parce qu'on a parlé du nucléaire. Mais quand on sait qu'il faut attendre 240 000 années que toute trace de radioactivité soit disparue. On s'inquiète devant tout ça. Il y a des générations qui vont disparaître. Alors comment est-ce que vous allez vous y prendre pour déposer cette plainte devant l'ONU? L'Église protestante a ses réseaux d'églises. Il y a d'abord le Conseil des églises du Pacifique. Il y a aussi le Conseil écuménique des églises. Et on a nos représentants à l'ONU. Voilà. On va utiliser nos réseaux d'églises. Aujourd'hui, je constate qu'il y a une espèce de consensus dans le pays, au niveau politique évidemment, sur le dossier nucléaire. Et puis les associations, il y a maintenant, depuis 1 an et même plus, l'association 193, bon, 45 000 signatures, c'est pas rien du tout. Ce qui veut dire que le climat a vraiment évolué. Depuis que les rapports scientifiques émergent, depuis que le monde scientifique dénonce le contenu de ces effets nucléaires sur les populations, la santé et l'environnement, les preuves, elles sont là, on les a à notre disposition et on les rassemble. On les rassemble pour ensuite arriver au 4e point de mon propos, qui est l'architecture de cette plainte. C'est ce que je qualifierais d'infamie du processus d'indemnisation mis en œuvre actuellement par la loi Morin. Pour prendre en compte la probable hausse de demandes d'indemnisation, les moyens humains et financiers du CIVEN seront renforcés. Et les délais, là aussi, prolongés. Bien, écoutez, ça fait des années que les revendications qui sont exprimées par les Polynésiens, par les associations sont là, sont connues de tous. Et il a fallu l'apparition de l'enquête Disclose toxique, donc qui a révélé un mensonge dans le mensonge, pour que, vu le buzz que ça a créé, on nous dise on va faire une table ronde. Donc pour moi, c'est pas en 2 jours qu'on va, par la grâce de la parole jupitérienne, résoudre un combat qui est là depuis 1966. Je veux que nous indemnisions mieux. Bien, écoutez, tout ce que je réclame et tout ce que les Polynésiens réclament, enfin en tout cas une bonne partie, a été exprimé dans une proposition de loi que j'avais présentée le 17 juin dernier, qui a été balayée d'un revers de main par la majorité. C'est plusieurs choses. Il existe un dispositif actuel qui est le dispositif de la loi Morin. Ce dispositif qui date de 2010. Qui date de 2010. Il est incomplet. Il n'y a pas, par exemple, les victimes indirectes. Dans tous les dispositifs d'indemnisation, que ce soit celui de l'amiante, des victimes du terrorisme, les victimes indirectes sont prises en compte.
Bizarrement, pour le nucléaire, c'est pas le cas. C'est quoi une victime indirecte du nucléaire, là, dans votre cas ? C'est comme pour toutes les autres victimes indirectes. Par exemple, si vous avez été irradié, vous êtes mort, vous laissez une veuve, des orphelins. C'est ça, les victimes indirectes. Aujourd'hui, elles ne sont pas prises en compte dans la loi Morin. Mais les victimes directes, dans la loi Morin, sont indemnisées ? Alors, elles sont indemnisées, oui, quand le CIVEN veut bien admettre leur dossier. J'ai entendu le faible nombre de dossiers qui étaient instruits par le CIVEN. Je regarde les chiffres avec vous. Lorsque j'ai été élu, 11 dossiers, 11 avaient abouti. 11. Vous savez qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont rejetés sur une base totalement administrative, ce qu'on appelle le critère du millisivert, qui, là aussi, nous demandons le retrait de ce critère. Enfin, il y a beaucoup de choses. En fait, dans le dossier, il faut prouver qu'on a bien une maladie qui est liée à cette radioactivité, qu'on était présent sur les lieux, c'est ça, aux bonnes dates ? C'est tout ça qu'il faut remplir dans le dossier aujourd'hui ? Voilà, alors les critères de date et de lieu et de pathologie, ceux-là déjà sont pas forcément faciles à prouver quand vous venez d'un archipel éloigné et que vous parlez un français approximatif. Mais en plus de cela, le CIVEN, donc le comité qui est chargé d'examiner les demandes, peut décider sur la base du critère du millisivert malgré, on va dire, le fait que vous remplissiez ces conditions, de rejeter votre dossier parce qu'ils estiment que vous n'avez peut-être pas été suffisamment exposé, suffisamment irradié. Et dans votre proposition de loi, il me semble que vous réclamiez aussi des choses sur l'aspect environnemental, une réparation environnementale. Bien entendu, puisque c'est le grand absent du dispositif Morin. Il n'y a absolument rien sur l'environnement au pays de la COP21. Zéro ligne sur l'environnement. Ça veut dire que les zones où les essais ont eu lieu n'ont pas été dépolluées, il n'y a pas eu de programme d'assainissement, de choses comme ça ? Alors, il y a eu, selon l'État, une dépollution, mais si démonter des hangars, c'est dépolluer, moi j'appelle pas ça une dépollution. Les déchets nucléaires actifs sont encore présents dans le socle même de Montroulois. Vous avez 2 puits qui font 1,2 km dans lesquels sont enfouis des déchets radioactifs. Vous avez le Bancolette qui est dans le lagon de Montroulois, sous lequel il y a du plutonium. Voilà, ça c'est de la pollution. Et j'ai demandé dans ma proposition de loi que soit mise en place une commission qui, à tout le moins, mette à l'étude un vrai processus de dépollution et de retraitement de ces déchets. Parce que je pense que la plupart des Français ne le savent pas, mais les essais nucléaires souterrains ont fissuré l'atoll de Montroulois. Il y a toute une partie de l'atoll qui menace de s'effondrer. On ne sait pas trop quand, mais on est à peu près sûr que ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là ? Donc 30 ans après les derniers essais, il y a encore des conséquences, des traces de ces tests nucléaires de l'armée française. Il y a des traces dans l'environnement et il y a surtout aussi des traces dans la vie et la mort des gens. Vous avez à peu près 120 000 personnes qui ont été exposées aux essais aériens. Et, il y a eu d'abord des essais aériens et après des essais en mer. Voilà, il y a eu d'abord des essais aériens qui ont été catastrophiques donc pour les personnes, aussi bien civiles que militaires. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour tous ces métropolitains qui sont aussi partis à Montroulois, on va dire, convaincus d'aller accomplir la grande œuvre de la France et à qui on avait caché également le fait que ces essais n'étaient pas sûrs. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes pour les personnes qui ont été victimes de ces essais nucléaires ? Vous avez beaucoup de cancers de la thyroïde, vous avez un taux de cancer de la thyroïde exceptionnel chez nous. Vous avez des cancers du sein, des cancers de l'estomac. Enfin, vous avez 23 maladies aujourd'hui qui sont considérées comme radio-induites et qui sont toutes des pathologies très très lourdes. À l'époque, on avait dit qu'il y a aussi beaucoup de gens qui avaient été tombés malades parce qu'ils avaient mangé les poissons qui étaient contaminés sans doute. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne craint plus rien en mangeant, je ne sais pas, les poissons ou des légumes qui poussent dans la terre là-bas ? Alors, si vous parlez des autres îles de Polynésie, je pense qu'il ne doit plus y avoir de traces de radioactivité dans les êtres vivants aujourd'hui. Faune ou flore ? Faune ou flore, ou alors c'est minime. Sur Montroulois même, je déconseillerais l'exercice. Après, je le dis clairement, on ne peut pas tout prendre en charge de manière indifférenciée. Et je ne serai pas sérieux et responsable à vous dire toutes les maladies qui apparaissent seraient prises en charge sans qu'il y ait un examen. Simplement, les conditions sont élargies, les victimes et les ayants droit, nous irons les chercher et nous accompagnerons. Mais je vous le dis aussi en toute sincérité, ceux qui vous expliquent que nous pourrions prendre en charge la totalité de toutes les formes de pathologie qu'il y a aujourd'hui
vous mentent ou, en quelque sorte, entretiennent une forme de culture de l'irresponsabilité et de la démagogie. De lutte pour une meilleure justice, en fin de compte, ne font qu'entretenir un pacte de mensonges. Mais il annonce quand même des actions avant la fin de la mandature. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu une avancée et au moins d'avoir été en partie entendu? Aucune avancée dans son discours. Que de la démagogie et que des propos d'une certaine... d'une lourdeur qui pèse encore plus sur ce pays. Et le président Fritsch ainsi que son gouvernement local, derrière le club des fans qui l'applaudissent depuis tout à l'heure, sentent bien que rien ne va avancer. Vous avez l'impression qu'il a raté le coche cette fois-ci sur le nucléaire, le président de la République? Je ne sais pas s'il a raté, je ne sais pas s'il est au rendez-vous, je ne sais pas s'il a compris. En tout cas, tout ce que je dis au président Macron, retenez ce que vous voulez des rencontres ici en Polynésie. Mais jamais on ne donnera la confiance à ce genre de paroles. Dire qu'il n'y a jamais eu de mensonge, dire qu'il n'y a jamais eu de paroles cachées durant tous ces essais, c'est encore un mensonge. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a reconnu Pour dire que les militaires également ne savaient pas et qu'on ne pouvait pas mentir, ça veut dire tout simplement que ceux qui ont organisé les essais nucléaires ont également développer ces essais avec un goût de vérité. Or, il faut rappeler le rapport du docteur Millon dès la première explosion nucléaire qui demandait à l'état-major de minimiser tous les chiffres. Et donc là, le premier mensonge à travers le rapport du docteur Millon, colonel, et qui fait froid au dos parce qu'on condamne une population à la mort future et proche, une population à ce que ses enfants tombent malades, et c'est ce que le président Macron vient de confirmer encore ce soir, des années de vérité, de transparence, et que le pacte de mensonges, en fin de compte, ce sont les associations et les opposants qui le déclament. Les chercheurs s'interrogent un petit peu sur la transparence de l'État aujourd'hui. Est-ce qu'on peut croire encore en la transparence de l'État, Madame la Ministre? Vous pouvez croire en ma parole. La transparence sur ce projet permet effectivement l'accès à une partie des archives, soyons clairs, une partie des archives sera fait. Alors, moi, je comprends peut-être l'inquiétude des chercheurs, mais je crois vraiment que ce sujet, on doit le traiter dans la confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance comme je vous fais confiance. Je vous dis tout ce que je sais. On sait s'il y a encore de la littérature à déclassifier ou on ne sait pas? Il y a beaucoup de littérature à déclassifier. Il y en a beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail. Il y en a beaucoup parce que tout simplement, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, nous, nos documents, ils concernent principalement la période 1966-1974. Les essais souterrains, très peu d'informations, on ne sait pas exactement. Les fuites dont je parlais, les 41 fuites d'échappement gazeux pendant les essais souterrains, rien du tout. Non, c'est très peu de choses sur cette période-là. On sait encore, et il y a des documents qui n'ont pas été déclassifiés encore sur les essais atmosphériques. Donc oui, il y a toute une littérature qui n'a pas été encore rendue publique. La communication. Les archives seront ouvertes, sauf lorsqu'elles peuvent fournir des informations qu'on appelle proliférantes, c'est-à-dire qui mettraient notre dissuasion en risque. Pour le reste, elles seront ouvertes. Qu'est-ce qui motive votre combat? C'est l'environnement, c'est l'humain ou c'est l'histoire? Moi, ça a toujours été les victimes, la priorité aux victimes. Et on ne peut pas séparer les personnes de leur environnement. Donc c'est évident que la santé, le respect des victimes des essais et leur environnement est une priorité. C'est là-dessus que vous allez vous battre durant cette année? Avec la question de la mémoire, je pense qu'il faut qu'on avance dans ce fameux programme qu'on avait lancé il y a 3 ans, des témoins de la bombe, et il faut qu'on le poursuive encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une blessure qui est toujours très vivace en Polynésie française sur cette question des essais nucléaires, avec une grande défiance vis-à-vis des institutions, avec l'impression effectivement que les mêmes qui ont participé aux essais nucléaires, donc le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et l'armée française, parce qu'on parle beaucoup de l'armée, il ne faut pas oublier quand même que le commissariat à l'énergie atomique c'était un projet à 2 têtes. Et ceux-là sont, encore une fois, aujourd'hui, ceux qui s'occupent des études, on va dire, de contamination a posteriori. Donc il y a l'impression que ces 2 institutions sont un peu jugées parties dans cette histoire. Donc il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions, et ça reste une blessure très forte. Et donc ce que je dis très clairement, c'est que la France a une dette à l'égard de la Polynésie. Et à cette dette s'attache, ça c'est une dette qui est
qui pour moi renforce encore ce pacte, à cette dette s'attache aussi la dette que nous avons à l'égard de toutes celles et ceux qui ont subi dans leur vie les conséquences, d'où l'indemnisation. Alors, nous, ce qu'on dit, effectivement, il y a 63 Polynésiens qui, en 2019, ont reçu une offre d'indemnisation. C'est-à-dire qu'on leur a dit, votre dossier passe, on va vous proposer tant. Ce qui est un taux extrêmement faible. Mais de manière générale, il faut quand même rappeler que le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, a indemnisé, là, en 2020, les chiffres qui viennent juste de sortir, c'est 506 personnes. Donc c'est très très peu de gens. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur les 110 000 personnes qui ont été touchées par Centaure, donc cet essai nucléaire du 17 juillet 1974, ces gens-là ne vont pas tous développer un cancer. En revanche, tous ces gens-là sont au-dessus de la limite qui est convoquée par le CIVEN pour départager entre ceux qui sont des victimes des essais nucléaires et ceux qui ne en sont pas, qui est de 1 millisievert, qui est la dose, on va dire, accidentelle, reconnue internationalement, tout ça est vrai. Nous, ce qu'on dit, c'est que 110 000 personnes sont au-dessus. Voilà. Donc, et vous dites qu'il y a 10 000 qui ont reçu 5 fois la dose minimale. C'est ça. Mais pareil, parmi ces 10 000, tous n'auront pas de cancer, bien heureusement. Nous ce qu'on questionne, c'est effectivement, ce mécanisme d'indemnisation qui indemnise en finale assez peu de monde. Je veux dire, c'est très très peu de gens comparativement à l'ampleur des conséquences, peut-être. Et effectivement, le chiffre dérisoire de 63 Polynésiens qui évidemment sidère, parce que c'est très très peu de gens. Ils vont être indemnisés. Enfin, est-ce que ça va ouvrir la porte quand même aujourd'hui à de nouvelles indemnités? Est-ce que ça va aider les Polynésiens? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère en tout cas. Je pense que effectivement, encore une fois, maintenant, le livre, il est sorti. Il y a eu des retombées, comme vous le disiez, en Polynésie française et dans la presse anglo-saxonne et aussi la presse française. Donc c'est super. Après, là, effectivement, ça va être une question scientifique. Et pour le coup, je m'en remets à mon co-auteur Sébastien Philippe, qui lui a... Effectivement, maintenant, ça va être une question d'examiner, on va voir ses conclusions par des pairs. Et si elles le sont, oui, effectivement, on peut imaginer que ça puisse être produit pour demander l'indemnisation de populations civiles, dans certains cas. Ouais. Alors, je sais que vous ne voulez pas rembourser toutes les maladies, évidemment, mais sur les maladies radio-induites, elles sont estimées à 80 milliards, plus de 600 millions d'euros. Est-ce que c'est un montant qui vous semble remboursable? Alors, non, parce que l'approche n'est pas celle-ci, mais je vais vous dire pourquoi. Ce que j'ai essayé de faire ce soir, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est que celles et ceux qui ont été victimes de ça m'accordent leur pardon. Parce que j'ai reconnu cette dette, la vérité et la transparence. Il souhaite quand même plus de dialogue, il instaure des ponts, des liens. Est-ce que vous ne souhaitez pas participer à ce dialogue? Est-ce que vous allez rester de votre côté? On ne veut pas dialoguer avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. On ne veut pas entamer une perte de temps devant une personne qui ne reconnaît pas ses torts. Derrière les applaudissements de ce soir, en fin de compte, ce n'est encore que des mensonges d'État qui continuent et qui ne vont pas permettre à apaiser la souffrance et une juste réparation dans ce pays. Depuis le début de votre quinquennat, Monsieur le Président, vous affichez de grandes ambitions. Il y a notamment cette phrase que vous avez prononcée « Make our planet great again ». Mais force est de constater que les efforts actuels sont insuffisants pour garantir l'atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre que s'est fixé la France. C'est en tout cas ce qu'a estimé le Haut Conseil constitutionnel le mois dernier. Alors, est-ce que les Polynésiens peuvent encore croire en vos engagements? Vous avez une façon d'aborder les choses qui n'incite pas à la confiance, si vous m'autorisez à vous dire cela. En fin de compte, ce soir, on voulait entendre de la part d'un chef d'État qui a déclaré vouloir tout assumer, ses propos et une certaine vérité. Ce soir, nous avons entendu tout le contraire, on a dit, d'une attente d'un pays et des victimes. Et surtout, une manière de ne pas considérer les souffrants de ce pays. Là, il a clairement dit à tous les souffrants, à tous les malades, toutes les familles qui ont vécu des décès à travers ces essais nucléaires, en fin de compte, vous ne faites que mentir et fantasmer sur l'origine de votre mal. Et donc ce soir, ils viennent déclarer vouloir entamer un pacte de confiance en mettant en paradoxe, en fin de compte, ce pacte de mensonges entretenu par les opposants. Et je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on gagne la confiance, justement. En fin de compte, il veut nous faire porter un discours qu'on n'a jamais tenu. Mais l'État ne pourra pas, d'une certaine manière, fuir toujours sa responsabilité. Il y a un coupable dans ce pays, c'est l'État français. Les victimes sont les Polynésiens et les habitants de ce pays.
Et donc on n'a jamais dit un discours qui voudrait décrédibiliser la lutte juste pour pouvoir réparer les victimes. Je dirais que depuis que je suis président, moi je ne suis plus dans le moment des dénonciations, c'était il y a 20 ans, dans le moment des lois où on disait ce sera pour plus tard et on prenait des décisions pendant 15 ans, je suis dans les travaux pratiques. Et donc la France est une chance pour les territoires ultramarins en zone Indo-Pacifique, parce qu'elle protège. Mais ce soit son discours derrière les applaudissements bien rodés de toutes ces personnes qui ont été font honte à ce pays. Et tous ces applaudissements font honte à la réalité de ce pays. Voilà, tous ceux et celles qui applaudissent pour applaudir font honte à ce pays parce qu'ils ne vont pas à la réalité et ils ne savent pas reconnaître la réalité de ce pays.